Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À portée de clic, le podcast d'Ouest France Shopping et Vie Pratique qui décrypte les tendances d'achat, le e-commerce et les usages numériques pour vous aider à consommer de manière plus éclairée. Je suis Ralitza Dimitrova, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, un épisode un peu particulier puisqu'on va à la fois regarder dans le rétroviseur et se projeter vers l'avenir. L'année 2025 s'est achevée et c'est le moment idéal pour faire le point sur ce qui vous a marqué côté shopping et sur ce qui se dessine déjà pour 2026. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis entourée de deux expertes. Mathilde, notre experte culture et guide d'achat, bienvenue. Bonjour. Tu vas revenir sur les grandes tendances e-commerce de 2025 et nous partager les prédictions pour l'année 26. Et Edeline, notre experte tech et gaming. Hello à toi. Bonjour. Tu nous feras voyager jusqu'au CES de Las Vegas pour décrypter les innovations qui pourraient bien transformer notre quotidien. De mon côté, je vous proposerai un décryptage du classement des grandes enseignes e-commerce en France avant de terminer comme toujours avec nos coups de cœur culture du mois. Un programme dense mais pensé pour vous donner des clés, du recul et surtout des pistes concrètes pour aborder cette nouvelle année du côté du e-commerce. C'est parti, on démarre tout de suite avec la rétrospective de l'année 2025. Mathilde, tu vas nous aider à regarder un petit peu dans le rétroviseur du e-commerce avant de se projeter vers les tendances attendues cette année. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors pour préparer cette chronique, j'ai analysé les produits et les tendances qui ont marqué le plus nos lecteurs et 3 grandes tendances se démarquent. Tout d'abord, les produits high-tech du quotidien qui continuent de dominer le top vente, en tout cas ce qu'on peut observer chez nos lecteurs. On parle d'accessoires tech comme les smart tags, des produits Amazon Fire comme le Fire TV Stick ou bien l'Eco Auto. Et puis d'autres produits utiles au quotidien qui reviennent régulièrement, donc je pense aux batteries externes, aux enceintes Bluetooth, mais aussi aux mini vidéoprojecteurs. Côté beauté, de nouvelles tendances ont rythmé 2025 avec l'effervescence de la K-beauty, donc la skincare coréenne qui a été mise en lumière sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok avec plus de 2 millions de vidéos sous le hashtag K-beauty. Oui, complètement. Moi, ça fait partie aussi des nouveautés que j'ai découvertes en termes de marque skincare cette année. J'ai été ciblée pas mal sur les réseaux sociaux par la marque Yepoda, qui est une marque de skincare coréenne et qui donne une nouvelle perspective sur les soins visage avec plusieurs étapes de skincare. Et je me suis laissée tenter par leur nettoyant visage en pousse-mousse, donc qui se vend chez Sephora notamment. Et j'en suis plutôt satisfaite. Je verrai pendant les soldes si je me laisse tenter par une autre gamme de leur sélection de produits. Ça reste assez onéreux comme marque, mais la qualité est au rendez-vous en tout cas. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année, si d'autres marques vont aussi continuer à émerger de ce côté-là. Et l'autre grande tendance de l'année côté beauté, c'était le collagène, donc vraiment l'ingrédient phare de l'année. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Non, moi j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux des influenceurs en parler, comme Lena Situation qui le mélange avec des boissons, et Hailey Bieber aussi aux États-Unis qui a lancé un smoothie où il y a du collagène dedans justement avec la marque RE1, donc ça a beaucoup fait parler. Pareil, ça reste une boisson assez coûteuse, mais en tout cas c'est dans les tendances des boissons un peu farfelues qu'on a eues cette année. Moi non plus, j'ai pas eu forcément l'occasion de tester. Je connais des personnes qui en prennent par contre, et moi j'ai pu tester la whey, donc pas tout à fait la même chose, mais côté complément alimentaire aussi. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit message de prévention. Les compléments alimentaires comme le collagène marin sont à prendre avec précaution et ne remplacent pas un avis médical. En cas de doute, de traitement en cours ou de symptômes, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. Merci pour vos retours. On va passer à une autre tendance qui a vraiment fait beaucoup parler, nous a rendu tous un peu fous, le Laboubou, vendu en blind box. Cette peluche, donc vous avez été très nombreux à vouloir vous l'acquérir, très nombreux aussi à suivre nos conseils via notre décryptage du phénomène sur YouTube, qui est la vidéo que vous avez le plus regardée en 2025, cumulant plus de 60 000 vues sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Ouais, on en avait parlé dans le tout premier épisode de ce podcast aussi, du phénomène Laboubou. Et l'autre marque et succès dont tu voulais nous parler, Mathilde, c'est Lego.
Oui, alors pour Lego, aucune surprise. La marque semble vraiment avoir trouvé la recette parfaite pour nous tenir en haleine avec encore de nombreuses sorties. Je pense à la collection Botanicals, mais aussi aux licences Harry Potter et One Piece qui ont pu s'enrichir. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai pu construire le Vogue Mary, donc le bateau de One Piece que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, une belle activité à faire. Ça m'a pris quelques heures à monter, mais il est fièrement affiché en décoration chez moi. Ah ouais, ça devait être impressionnant à mettre en place. Et je crois justement que dans l'un des Lego sets Star Wars, là, dont tu voulais Oui. nous parler, il y a un truc inédit, quoi. Cette année, il y a eu le plus grand set Lego Star Wars jamais conçu qui est sorti, donc l'Étoile de la Mort. Et il faisait combien de pièces, celui-là? Il faisait plus de 9000 pièces. Avec un prix, j'imagine, qui va avec, quoi. 999 €. Ouais. Voilà, un petit Bon, budget. c'est un budget, mais en tout cas, s'il y a des fans qui nous écoutent, sachez que ce set-là existe et a battu du coup des records en termes de taille. Et un autre élément nostalgique qu'on ne pouvait pas ne pas mentionner dans ce podcast, c'est la marque Diddle. Oui, Diddle a fait son grand retour depuis la cour de récré avec la collection Diddle is back. Vous étiez nombreux à vouloir découvrir la collection en magasin et vous procurer quelques items. Elisa, dans l'équipe West France Shopping, est même allée en magasin pour filmer la collection et vous la partager sur nos réseaux sociaux, rassemblant plus de 63 000 vues. Et en parlant de cours de récré, forcément, les stylos Legami font partie des tendances marquantes de 2025. Ces petits stylos à tête d'animaux trop mignons ont trouvé leur place dans les trousses d'école, mais aussi chez les adultes qui les collectionnent. Et moi, je plaide coupable. Alors, je les collectionne pas, mais j'ai craqué pour 3 modèles que je trouvais trop mignons en magasin. Donc, c'est lesquels? Il y a un petit chat noir parce que je vous ai déjà parlé de mon chat qui ressemble exactement, quasiment exactement au stylo. Okay. Et puis j'ai un petit panda et je me souviens plus du dernier, mais c'est du même acabit en tout cas. 3 pour mes 3 chats qui me symbolisent un peu. Eh bien, écoute, Edeline, tu es victime du kidulting. C'est Kidult, donc des adultes qui collectionnent les jeux et jouets et qui représentaient tout de même 29% du chiffre d'affaires du secteur du jouet en France en 2024. Et oui, ça risque de continuer à progresser au vu de toutes les nouveautés qui vont aussi sortir cette année dans les différentes marques comme Lego ou autres. Et si on sort notre boule de cristal, Mathilde, en se projetant un petit peu vers ce qui dictera les tendances de 2026, quels sont les éléments que tu peux nous partager en ce mois de janvier? Alors tout d'abord, la place de l'intelligence artificielle, vous vous en doutez, donc va se poursuivre, s'intensifier dans le parcours d'achat, avec une intégration de plus en plus présente sur les pages produits. Je pense par exemple à Amazon qui a sorti son assistant d'achat Rufus, mais on a aussi d'autres exemples de marques qui utilisent l'IA sur leur page produit, comme Greenway, qui est une marque avec qui on collabore et qui permet d'échanger directement avec le client en anticipant ses questions et donc lui permettant d'obtenir toutes les réponses dont il a besoin. Oui, un SAV augmenté, on va dire, et même accompagné d'interactivité. Il y a aussi Delsey Paris, donc la marque de bagagerie, pour notamment des valises qui proposent ça directement sur ses pages de vente. Et puis à surveiller aussi toutes les innovations que feront les géants de l'IA aujourd'hui, comme OpenAI, Google évidemment avec Google Shopping, qui vont permettre aux utilisateurs de faire des requêtes très poussées sur des modèles de produits recommandés, surveiller aussi les prix, être en alerte quand les prix baissent, ou encore donner une feuille de route très spécifique sur un besoin, une intention d'achat et pouvoir avoir des sélections. Mais au-delà de l'IA, il y a aussi le côté humain et incarné que proposent les réseaux sociaux. Tu voulais aussi nous parler, Mathilde, de ce qui va arriver du côté shopping et social. Oui, alors c'est quelque chose qu'on voit déjà, mais qui va sans doute s'intensifier. Je parle du live shopping et du social commerce de manière générale. On a vu la montée en puissance cette année du TikTok Shop, avec des lives où les vendeurs présentent leurs produits en temps réel, échangent avec les potentiels acheteurs directement en commentaire, et donc ça suscite un achat immédiat. C'est aussi quelque chose qu'on voit avec les stories des influenceurs, où les CTA, les boutons avec un lien vers l'offre, sont de plus en plus présents. Et chaque contenu posté sur les réseaux sociaux va rapidement devenir une opportunité d'achat, en tout cas pour les marques. Oui, en termes de chiffre d'affaires, je lisais aussi dans la presse que TikTok Shop, en tout cas, a été la plus grosse progression du côté des ventes e-commerce, notamment sur
le digital en termes d'évolution, vu ils se sont lancés en 2024. C'est à surveiller de près, notamment sur le marché français. Et nous, sur West France Shopping aussi, sur le compte TikTok, on vous propose une vitrine de sélection produits qu'on a nous-mêmes pu tester ou qu'on veut vous mettre en avant sur notre compte directement. En parlant de réseaux sociaux, il y en a un nouveau, ou du moins une émergence nouvelle que tu voulais nous partager. Voilà. Je dirais, oui, le regain de popularité de Reddit. C'était le 6e site le plus visité au monde en 2025. Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots. C'est un forum collaboratif, anonyme, et qui permet donc aux utilisateurs d'échanger autour de sujets très variés qui sont bien organisés par marque, par topic, etc. Aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène de grande ampleur parce que c'était le 3e site le plus visité derrière Google et YouTube. Ouais, c'est énorme. Tout bonnement. Mais c'est aussi la source la plus citée par Google dans ses résumés et dans les LLM, donc dans ChatGPT, OpenAI, et donc c'est vraiment un nouveau média, en tout cas, qu'il va falloir surveiller en 2026. Ouais, ce côté, je dirais, authenticité des témoignages qu'on peut avoir sur des segments thématiques ou des sujets très, très larges, que ce soit du e-commerce ou non. Le côté UGC presque que propose Reddit est très intéressant et apporte un vrai côté prescripteur de la part des utilisateurs. Donc c'est effectivement une part non négligeable de ce que le web peut proposer en recommandations authentiques. Merci Mathilde en tout cas pour cette rétrospective et puis ce tour d'horizon. Et quand on parle de futur, impossible de ne pas évoquer les innovations qui viennent tout juste d'être dévoilées à Las Vegas. Et Edeline, tu as l'honneur de nous en parler aujourd'hui dans ta chronique dédiée au CES. Et oui, ça y est, le Consumer Electronics Show, ou plus couramment appelé CES, est terminé pour cette année. Donc ce grand rendez-vous de la tech se déroulait du 6 au 9 janvier à Las Vegas et permettait de présenter au grand public les avancées en matière de technologie et les innovations qui vont venir se faire une place sur le marché. Donc pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le moment où l'on découvre à quoi va ressembler demain et les tendances émergentes qui vont arriver dans un futur plus ou moins proche. Donc pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de cet événement, il y avait aux alentours de 14 000 sociétés qui étaient venues exposer leurs innovations cette année. Parmi ces exposants, on retrouve évidemment les gros acteurs comme Google, Samsung ou Nvidia pour ne citer que. Mais cet événement est loin de leur être réservé. Les plus petites structures et les startups peuvent également y aller pour présenter leurs innovations. Il y avait d'ailleurs 8 startups bretonnes qui étaient présentes. Parmi celles-ci, une que je connaissais déjà et qui s'appelle Lysia. Donc elle propose notamment une lampe de lecture 3 en 1 qui vous permet de lire à une main, donc en accrochant un petit système qui permet de bloquer les pages à votre pouce, d'éclairer aussi votre livre sans déranger votre partenaire et qui servait aussi de marque-page une fois que vous avez fini de lire. Je connaissais pas, ça m'attire en tout cas, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Moi j'ai eu la chance de tomber sur une sorte de pop-up dans un magasin en me baladant, donc j'ai craqué et elle est essayée et adoptée en tout cas pour moi. Super, ils doivent être fiers d'être représentés en tout cas aux États-Unis dans un si grand salon de l'innovation. Mais c'est loin d'être la seule pépite française qu'on a pu retrouver, donc il y avait par exemple du nettoyage de panneaux solaires, du tatouage numérique, de l'IA, de la cybersécurité, mais je vous laisse le plaisir de les découvrir par vous-même pour pas trop m'étendre là-dessus. Et avant de vous partager, moi, ce que j'ai repéré à titre personnel, est-ce que vous avez entendu parler d'innovations qui vous ont marqué cette année ? Moi, de mon côté, j'avais déjà un peu suivi l'année dernière toutes les innovations autour notamment de Roborock parce qu'on travaille avec eux et on a eu la chance de pouvoir se rendre dans un de leurs pop-up à Paris pour présenter donc, le fameux aspirateur robot qui avait un bras articulé qui permettait de récupérer des objets sur son passage. Et cette année, Roborock revient avec une nouvelle innovation qui est celle d'un aspirateur donc robot qui est capable de monter les escaliers et qui du coup offre encore plus d'autonomie et de flexibilité sur les zones à nettoyer. Cependant, ce modèle-là n'est pas encore mis sur le marché, donc on n'a pas encore de date de sortie ou de prix indiqué. On sait que les modèles les plus récents de Roborock peuvent en général dépasser les 1 000 € de valeur. Après, la période des soldes peut aussi permettre d'avoir des prix beaucoup plus attractifs. Mais aujourd'hui, c'était davantage une démo technologique pour le CES et c'est hyper
hyper intéressant de voir comment ces constructeurs-là continuent à trouver de nouvelles façons de faciliter le quotidien des gens dans la maison. Et en parlant de marques qui réinventent des concepts assez classiques, pour parler d'un autre aspirateur robot que j'ai repéré, il y avait la marque Mova qui combinait du coup leur robot avec un drone pour survoler les escaliers et donc surmonter cet obstacle. Donc il faut aimer l'idée, mais c'est un peu particulier, ouais, effectivement, d'avoir un drone à l'intérieur de chez soi, quoi, finalement. On parlait tout à l'heure de la marque Lego qui a le vent en poupe et qui a beaucoup de succès commerciaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'ils nous ont présenté justement à Las Vegas, côté Lego ? Oui, alors Lego nous a présenté le Smart Play lors de ce CES, car oui, Lego aussi se réinvente, et pas seulement à travers de nouveaux sets comme la collaboration avec Pokémon, par exemple, qui arrive prochainement. Donc cette nouvelle technologie ne fait appel ni au smartphone ni au Bluetooth, elle est vraiment uniquement utilisée avec les briques, et elle permet d'offrir aux constructions une nouvelle dimension en leur permettant d'interagir avec ce qui se passe autour d'elles. Grâce à ce que Lego appelle des smart briques, des smart figurines et des smart tags, des sons, des lumières et même des réactions peuvent être déclenchées de façon automatique selon les mouvements et les actions qui sont réalisées, ce qui permet de stimuler la créativité et d'avoir vraiment une ambiance interactive, notamment auprès des enfants qui jouent avec ces sets. Donc ça sera disponible dès le 1er mars 2026 avec 3 sets Star Wars, mais les précommandes sont déjà ouvertes pour ces innovations si vous êtes intéressés. Et qu'est-ce qui t'a marqué d'autre dans cette édition du CES quand tu as un peu fouillé sur les innovations justement et les progrès qu'on peut y voir ? Alors moi je trouve toujours ça très impressionnant, les avancées en matière de robotique, parce que c'est un peu plus spectaculaire que d'autres choses. On a pu découvrir par exemple un robot pompier, un robot manutentionnaire ou encore un robot quadrupède qui pourra se déplacer en milieu accidenté ou dangereux pour aider à porter des charges un peu plus lourdes. Mais c'est vrai que ça ouvre des perspectives très intéressantes pour aider dans les milieux plus en difficulté. Ouais, notamment sur les milieux professionnels, on a besoin d'avoir une aide pour porter des choses très 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 lourdes. Ça peut être un vrai support intéressant, quoi. Tout à fait. Et plus accessible et destiné au grand public, les exosquelettes. Donc lors du CES, Denzys en présentait un qui était spécialement dédié au soutien des genoux et qui aidait à réduire l'effort et les contraintes articulaires. De notre côté, on avait eu l'occasion de tester une autre marque, c'était Hypershell, qui nous avait permis de découvrir cet objet, et on vous l'avait d'ailleurs ensuite fait gagner sur nos réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça fait une grande différence sur la mobilité. Il me semble que toi, Mathilde, tu avais eu l'occasion aussi de le tester. Est-ce que tu pourrais nous partager ton ressenti là-dessus ? Oui, j'avais trouvé ça assez impressionnant, notamment sur la montée des escaliers où en fait, nos mouvements sont vraiment limite propulsés, on n'a plus d'efforts à fournir. Ouais. Et ça donne de belles perspectives, en tout cas, d'utilisation pour soit des personnes avec des difficultés en motricité, ou alors aussi chez les sportifs pour, à l'inverse, leur procurer une surcharge et donc une difficulté supplémentaire pendant leurs efforts. Complètement. Et justement, est-ce que, en conclusion, Edeline, tu peux nous dire un petit peu ce que ces innovations viennent dire ou présager de nos usages futurs en tant que consommateurs ? Alors globalement, on cherche à être toujours plus efficient et performant par le biais de la technologie. Par exemple, l'intelligence artificielle était très présente mais plutôt discrète, donc elle avait pour objectif plutôt de se fondre dans les usages pour nous aider en étant plus fluide. On cherche aussi à créer des environnements adaptatifs et autonomes, notamment à travers la maison connectée qui évolue vers une centralisation des interfaces et avec des optimisations automatisées. Maintenant, la question qui se pose, comme pour toutes les innovations, c'est qu'est-ce qui est gadget et qu'est-ce qui va marquer un vrai tournant vers des changements durables ? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut aller vers toujours plus de progrès ou au contraire questionner aussi l'aspect plus éthique ? Ça fait vraiment partie aussi de la conscience collective qu'on a autour des innovations high-tech et tout cet univers-là des startups. Ces innovations, elles s'inscrivent aujourd'hui dans un paysage e-commerce en pleine mutation, on l'a vu. Je vous propose de regarder maintenant sur l'année 2025 quels sont les acteurs qui tirent un petit peu leur épingle du jeu.
Chaque année, le classement publié par LSA Conso vient dresser le panorama des enseignes qui pèsent le plus dans le quotidien des consommateurs. Et sans surprise, certaines marques continuent de s'imposer comme des références incontournables. Pour cette édition donc 2026, Amazon reste en tête de l'étude LSA, portée par une offre très large et une logistique ultra efficace, mais aussi une forte capacité à capter l'attention tout au long de l'année avec des ventes flash ou des offres commerciales autour des Prime Day par exemple. Mais juste derrière le mastodonte qu'est Amazon, on retrouve aussi des acteurs bien plus ancrés dans le paysage français sous forme de marketplace comme Cdiscount, La Redoute ou encore Mano Mano pour les plus bricoleurs qui ont su se spécialiser et créer un lien de confiance avec leurs clients. Ce classement-là vient aussi mettre en lumière un phénomène de fond qui est la montée en puissance de la seconde main. Le Bon Coin, Back Market ou encore Vinted ne sont plus des alternatives marginales mais des véritables réflexes d'achat pour de nombreux consommateurs. Dans le classement 2025 que propose la FEVAD également sur les sites et applications e-commerce les plus visités au cours du 3e trimestre de l'année dernière, Le Bon Coin arrive sur la 2e marche du podium, juste derrière Amazon évidemment. Et Vinted, quant à lui, occupe la 7e place de ce classement avec une tendance plutôt baissière. Mais ce que ce résultat nous dit au fond, c'est que le prix reste aujourd'hui un argument important pour la décision d'achat, voire centrale. Quand on regarde de plus près ce classement FEVAD, les ultra-discounters restent malgré tout très plébiscités et ce, malgré les différentes polémiques qu'il y a eu cette année, notamment autour de la marque Shein. La législation européenne tente aujourd'hui de réguler ce marché foisonnant avec notamment l'attaque sur les petits colis qui va être mise en place à l'horizon juillet 2026 dans l'Union européenne. Donc c'est un vrai sujet à suivre cette année du côté de la législation. Après ces chiffres et ces tendances, on avait envie de finir l'émission sur une note un peu plus légère et inspirante parce que consommer, ce n'est pas seulement acheter, c'est aussi se faire plaisir, découvrir, s'évader. Place donc à nos coups de cœur culture du mois. Jingle! Mathilde, il me semble que tu voulais nous partager dans cette session de coup de cœur une sélection de films à voir au cinéma. Et oui, alors si comme moi vous avez fait l'impasse sur pas mal de films en 2025, j'ai un bon plan pour vous. Le Festival Cinéma Télérama 2026 revient du 21 au 27 janvier prochain. Pendant ce festival, des sorties donc de 2025 sont remises sur le grand écran avec un tarif préférentiel de 4 € la place avec le pass Télérama. Pour ma part, je me suis noté 5 films que je vais essayer d'aller voir. Donc, tout d'abord, programme chargé. Oui, à voir si je le tiens, mais c'est l'objectif. Donc tout d'abord, Sirat, dont j'ai entendu beaucoup parler, d'Olivier Lax. La petite dernière de Afsia Herzi. L'agent secret de Kleberman de Safilo. Partir un jour d'Amélie Bonin. Et puis Nino de Pauline Bloquès. Très belle sélection. Dans ce que tu as listé là, moi j'ai pu en voir 2. La petite dernière, effectivement, très belle découverte. Et Partir un jour, mention spéciale à Juliette Armanet et Bastien Bouillon qui, je trouve, forment un très beau duo dans cette comédie romantique et musicale que j'ai adorée. Donc Nino fait aussi partie des films que j'aurais bien aimé revoir. Donc merci pour cette sélection, Mathilde. Et Edeline, de ton côté, tu avais un coup de cœur plutôt jeu de société à nous partager. Oui, alors moi, avec les fêtes de fin d'année, j'ai eu l'occasion de tester le jeu Bomb Buster en famille. C'est un jeu coopératif qui joue entre 2 et 5 joueurs avec 66 missions à accomplir qui peuvent être faites dans n'importe quel ordre, mais il est quand même conseillé de les faire dans le bon ordre parce qu'elles deviennent progressivement de plus en plus dures en ajoutant des nouvelles règles. Donc chaque niveau dure une 30aine de minutes. Donc chaque joueur aura devant lui un présentoir avec des fils bleus, jaunes ou rouges qui seront triés du plus petit au plus grand. Et vous allez devoir désamorcer une bombe en coupant tous les fils sauf le rouge. Donc chacun joue à tour de rôle et lorsque c'est à vous, vous devez désigner un fil chez un autre joueur et annoncer un numéro à voix haute que vous avez aussi sur votre présentoir. Et si vous avez raison, le fil est coupé et vous vous rapprochez de la réussite de la mission. Mais par contre, si vous vous trompez, c'est l'explosion qui approche. Ça me fait penser à un jeu coopératif dans la même veine qui était très sympa à faire aussi, qui est Time Bomb, où pareil, c'est là, en l'occurrence, il y a 2 teams qui s'affrontent, mais personne ne sait qui est gentil, qui est méchant. Et le but, c'est effectivement de
de faire exploser Big Ben pour les méchants et d'amortir la bombe pour la team des Sherlock. Voilà, donc très sympa. Et bien moi, de mon côté, pour mes coups de cœur du mois, j'avais envie de vous parler d'une adaptation qui m'a vraiment marquée ces derniers jours. C'est l'adaptation d'un roman d'Emily Henry et qui est disponible sur Netflix. Il s'agit de People We Meet on Vacation, qui est sorti donc le 9 janvier. C'est une comédie romantique que j'ai vraiment adorée. Le film est porté par 2 acteurs géniaux, donc Tom Blyth et Emily Bader, dont le duo fonctionne à merveille à l'écran. Il y a une vraie complicité, beaucoup de justesse. C'est une sensation très agréable de regarder une histoire qui va prendre son temps, qui s'étale sur 9 années, dans des décors vraiment magnifiques, marqués par des voyages l'été. Donc on va suivre 2 amis, 2 meilleurs amis qui se retrouvent donc chaque été sur un lieu de vacances différent, jusqu'au moment où leur relation va basculer. Donc c'est une rom-com moderne, mais qui assume complètement ses codes. Très honnêtement, certains moments m'ont rappelé avec beaucoup de nostalgie When Harry Met Sally au départ, quand il y a une séquence donc de covoiturage entre les 2 personnages. Ce mélange de dialogues sincères, des silences aussi qui veulent en dire beaucoup, et puis cette question un peu universelle, est-ce qu'on peut vraiment rester amis quand il y a plus que de l'amitié? En tout cas, c'est un gros coup de cœur aussi pour la bande-son qui vient accompagner parfaitement l'histoire et qui renforce un peu cette atmosphère très douce et qui nous donne envie d'être en été. C'est typiquement le genre de film qu'on regarde avec plaisir sous le plaid pendant les 2 heures que ça dure. C'est vraiment un petit régal. Donc moi, je n'ai pas lu People We Met on Vacation d'Emily Henry, mais j'ai découvert d'autres de ses bouquins auparavant, comme Happy Place, que j'avais bien aimé. Et donc là, ce film m'a donné envie de me replonger un petit peu dans ces livres-là et de découvrir des histoires qui nous font du bien et qui nous réconfortent. C'est déjà la fin de cet épisode d'Apportée de Clic. Un grand merci Mathilde et Deline pour vos analyses, vos éclairages et vos recommandations, toujours très justes. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube, et à le partager autour de vous. Vous pouvez également retrouver nos contenus, nos sélections et nos décryptages sur West France Shopping, ainsi que sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux, connectés et toujours à portée de clic. À bientôt. À bientôt. À bientôt.